Orlando, Floride, juillet 2000. Réunion du FBI. Y assiste l'agent John O'Neill, chef de l'action antiterroriste. Ce jour-là, on lui dérobe son porte-document qui contenait des dossiers top secrets. Ce vol aura des conséquences graves pour le destin d'O'Neill et pour les événements au cours des mois précédant le 11 septembre. Car si quelqu'un est vraiment aux trousses de Ben Laden, c'est bien cet homme. O'Neill était notre numéro 1 dans la chasse à Ben Laden. D'instinct, il a voulu se placer au cœur de la cible, au World Trade Center. Celui qui aurait pu éviter le drame du 11 septembre est victime de lui-même et de ses opposants dans son propre camp. Pour moi, le seul point positif du 11 septembre, c'est qu'il y a laissé sa peau. Hambourg, juillet 1992. Un jeune Égyptien arrive en Allemagne. Il s'appelle Mohamed El Amir Atta. Il vient faire des études dans la cité hanséatique et passer son diplôme d'ingénieur. Au début, c'était un jeune homme qui s'intéressait à plein de choses. On n'aurait pas forcément dit un étranger. Il avait un look passe-partout. Il avait le regard vif, posait des questions, parlait peu, même si plus tard nous avons eu certaines conversations. Bref, c'était Mohamed. Âgé de 23 ans et fils d'un avocat du Caire, c'est un homme cultivé et poli, un musulman fort pieux. Il s'inscrit à l'université technique de Hambourg-Harbour, une université moderne. Pour nombre d'étudiants étrangers, Hambourg est bien la porte ouverte sur le monde qu'elle prétend être. Hambourg était une ville très ouverte, avec un système éducatif de tout premier ordre, qui accueillait avec générosité les jeunes étrangers, parmi lesquels se trouvait Mohamed Atta. L'établissement qu'il fréquentait était excellent. Il recevait une bonne formation, était libre de ses mouvements et avait accès à l'Europe entière. Au cours des premières années, le jeune Égyptien se concentre sur la filière urbanisme. Il s'intéresse tout particulièrement à l'évolution du tissu urbain dans son pays d'origine. Ses enseignants ont l'impression qu'il saura faire son chemin. J'ai toujours eu l'impression qu'il était dans une quête. Il avait soif de savoir, aimant à dire qu'il était un apprenant. Tout l'intéressait, y compris tout ce qui avait trait au monde occidental. Si Atta manifeste de l'intérêt, il est également critique. Dans ses travaux pour la fac, il compare les gratte-ciel américains au style de construction qu'on trouve en Égypte. Une opposition entre modernité occidentale et tradition orientale qui se traduit chez lui par un malaise. Au cours de ces années-là, le rejet de l'Occident s'intensifie au Proche-Orient. Celui qui symbolise ce conflit est Oussama Ben Laden. Il se trouve avec ses fidèles en Afghanistan. Ben Laden est né dans une grande et riche famille d'Arabie Saoudite. Celle-ci se rend volontiers en Occident, comme ici en Suède, lors de l'été 1971. À 14 ans, Oussama aime aller en discothèque et profiter de la vie. Une petite décennie plus tard, le très croyant héritier millionnaire se retrouve à lutter contre les infidèles soviétiques. Surprise, les rebelles islamiques réussissent à faire battre l'armée rouge en retraite. فله الحمد والمنة أن من علينا بجهاد نكفر به عن سيئاتنا بتخاذلنا في الفترات الماضية
لنصرة هذا الدين. Ben Laden pense avoir atteint son objectif. Mais voici qu'il est maintenant confronté à un ennemi bien plus redoutable. Lors de la première guerre du Golfe, les troupes américaines débarquent dans sa patrie, l'Arabie Saoudite. Une profonde humiliation pour Ben Laden. Pour lui, l'accès au royaume saoudien aurait dû être interdit à tout non-musulman. Alors voir arriver un demi-million de soldats chrétiens ou juifs, parmi lesquels beaucoup de femmes, pour défendre l'Arabie Saoudite contre une autre armée musulmane, ça a été un tournant dans sa vie. Loin de là, à Hambourg, l'idée de se rebeller contre les États-Unis devient aussi une raison d'être pour Atta. La haine à l'encontre de l'Amérique ne cesse de se développer. Elle se concrétise en février 1993 avec un attentat contre le World Trade Center de New York. C'est la première fois que des islamistes posent une bombe au cœur du territoire de l'ennemi juré. Les coupables sont arrêtés. C'était un avertissement que personne n'a vraiment bien entendu. Pour le gouvernement américain, il s'agissait d'un événement isolé, qui ne se reproduirait pas. Surtout une fois Ramzi Youssef sous les verrous. C'est ça notre problème aux États-Unis. Une fois que nous avons capturé un terroriste, nous nous imaginons que l'affaire est classée. Washington, le siège du FBI, la police fédérale américaine. Pour le chef de la section antiterroriste, la lutte contre la terreur islamiste ne fait que commencer. Son nom, John O'Neill, 42 ans. Très peu de gens mesuraient l'importance de Ben Laden et de son organisation Al-Qaïda. Dans le monde entier, ils étaient peut-être 2 ou 3 à en connaître l'existence et à s'y intéresser. John O'Neill était l'un d'eux. Hambourg, quartier de Sankt-Georg. Le Steindamm est une rue commerçante aux senteurs orientales. Coincée entre un club de remise en forme et un fast-food, la mosquée Al-Quds passe inaperçue. C'est là que Mohamed Atta vient prier. Il y écoute les prêches d'un imam radical qui appelle au djihad, à la guerre sainte contre les infidèles, à la barbe des services de sécurité allemands de l'Office de protection de la Constitution. Il était évident que cet imam mobilisait les esprits en faveur du djihad. C'était en tout cas dans l'air du temps pour une bande qui voulait en découdre sur le thème « Propageons la guerre sainte ». Mais on ne se doutait pas que ces gens préparaient des actions terroristes, que ces groupes extrémistes étaient susceptibles d'échafauder de tels plans. Nous n'avons pas vu venir ce danger. À la mosquée, Atta verse dans le prosélytisme religieux et est animé d'une haine tenace contre l'Occident. À 27 ans, il est maintenant prêt à mourir pour l'islam et rédige son testament. Atta apparaît dans nos fichiers sous le nom qu'il portait à l'époque, El Amir, mais il n'était pas identifié sous celui d'Atta. Et nous n'avions pas de raison particulière d'intervenir directement à son sujet. Disons que nous n'avons eu ni la radicalisation d'Atta, ni celle du groupe autour de lui dans notre ligne de mire. Un autre membre de ce groupe est Ziad Jarrah. Il est arrivé en 1997 à Hambourg pour ses études. Il vient d'une famille aisée et cultivée du Liban. À Hambourg, il se rend vite sympathique. Par exemple, auprès de sa logeuse.
Il était vraiment très gentil. Il a débarqué, chemise beige, pantalon beige, un garçon bien et sympa. Il s'est présenté, s'est assis avec nous au salon et nous avons discuté. Ce n'était pas du tout compliqué. La personnalité de Ziad Jarrah est aux antipodes de celle d'Atta, rigide et réservée. Jarrah se sent bien en Allemagne et a une petite amie. Mais lui aussi mène une double vie. Ziad Jarrah n'est pas uniquement l'étudiant qui aime sortir, mais l'homme qui va à la mosquée Al-Quds écouter des prêches contre l'Occident. Il y retrouve d'autres sympathisants islamistes, notamment Atta, qui l'impressionne beaucoup. Ziad Jarrah n'était pas un leader. En raison d'une certaine faiblesse de caractère, il était attiré par des personnalités fortes et résolues comme celle d'Atta. Il avait besoin d'être dirigé, mais aussi envie d'être heureux. Il était déchiré entre ces deux possibilités qui s'offraient à lui. D'un côté, suivre un homme pour lequel il avait le plus grand respect. De l'autre, recevoir amour et réconfort de la part d'une femme qu'il adorait. À 5000 km de là, en Afghanistan, une voix retentit, celle d'Oussama Ben Laden. À la fin des années 90, il est devenu un soldat de Dieu. L'opinion publique mondiale le découvre lors d'interviews télévisées où il appelle au djihad et à la lutte contre les États-Unis. Une déclaration de guerre qui met O'Neill, l'homme du FBI, en état d'alerte. Il voulait qu'il arrive aux États-Unis la même chose qu'à l'Union soviétique. Les troupes soviétiques avaient envahi l'Afghanistan en 1979 et y étaient restées 10 ans avant de se retirer, avec pour conséquence l'effondrement et la désagrégation de l'URSS. Ben Laden était convaincu qu'il pouvait faire connaître le même sort aux États-Unis, qui deviendraient les États désunis d'Amérique. Cela permettrait à l'islam de retrouver sa place légitime de premier pouvoir mondial. C'était sa stratégie. Les services secrets de divers pays s'en inquiètent. À Paris, les autorités s'adressent à un expert privé, spécialiste du terrorisme, qui possède la plus importante base de données sur l'Al-Qaïda de Ben Laden. Jean-Charles Brizard est l'un des rares à avoir déjà compris les intentions d'Al-Qaïda. C'était un projet à long terme. Dès les années 1994-95, des individus de diverses cellules, même ici en Europe, ont participé à l'identification de cibles dans divers pays, y compris aux États-Unis. Brizard voit en Al-Qaïda un réseau terroriste d'envergure mondiale. Effectivement, la cellule espagnole d'Al-Qaïda part en mission de reconnaissance à New York. Ses membres se font passer pour une famille en vacances. Ils repèrent divers objectifs pour des attentats, dont le World Trade Center. Ils filment l'intérieur des édifices jusqu'au tout dernier étage de la tour nord. Cette vidéo est ensuite expédiée à la centrale d'Al-Qaïda en Afghanistan. Cette vidéo a permis aux terroristes de se familiariser avec leur cible, de connaître sa structure et peut-être les mesures de sécurité qui la protègent. Dans le film, on entend l'un des types dire à l'autre « Tu verras qu'un jour elles tomberont », en parlant des tours. Au même moment, à quelques rues de là, le nouveau chef de la lutte antiterroriste prend possession de son bureau à l'antenne new-yorkaise du FBI. John O'Neill était jusqu'alors chargé de l'antiterrorisme à la centrale de Washington.
C'est une personnalité inhabituelle qui débarque à New York. C'est un excentrique qui aime les fleurs et qui s'inspire des films sur la mafia. Exercer à New York, c'est pas facile. Il faut avoir de l'ego et de la personnalité. Et John n'en manquait pas. C'est quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Et il tenait à faire savoir à tous et à chacun que dorénavant, le patron, c'était lui, John O'Neill. Avec ses cheveux plaqués en arrière, ses costumes élégants, ses bagues, son briquet Davidoff et ses cigares, on l'aurait dit sorti tout droit d'un film d'espionnage. On était tous fascinés par son aplomb. À New York, O'Neill s'attelle comme un forcené à sa mission, faire la chasse aux ennemis des États-Unis. Je me suis engagé avec passion pour la protection des citoyens des États-Unis. Malheureusement, on est parfois confronté au côté obscur, mais on cherche toujours ce qu'il y a de bon en chacun. C'est pour cela qu'on fait ce que l'on fait. Pour O'Neill, la face obscure du monde a un nom, Oussama Ben Laden. Et il prend au pied de la lettre la déclaration de guerre de ce dernier à l'encontre des États-Unis. Pour lui, la bataille a déjà commencé, et il le fait savoir aux Français brisards qui enquêtent sur le terrorisme. Il était en guerre, alors que tous les autres agents de renseignement dormaient paisiblement. À l'époque, il était le seul en lutte contre Al-Qaïda, car pour avoir étudié depuis longtemps ce groupe et ses projets, il le savait capable de frapper à nouveau à New York. Il était de son devoir de les arrêter. En août 1998, des kamikazes provoquent la mort de centaines de personnes dans les ambassades américaines de Nairobi et Dar es Salaam. Ces attentats préfigurent d'autres actions de plus grande envergure contre les États-Unis. Pour O'Neill, aucun doute. Ils sont signés Al-Qaïda et Ben Laden. L'homme du FBI cornaque son équipe, la fait travailler de nuit. Il récolte des informations aux quatre coins du monde. C'est un bourreau de travail. Capturer Ben Laden était pour John un défi personnel. Et franchement, il en était de même pour chacun d'entre nous. Chez moi, à côté de ma table de chevet, j'avais un avis de recherche, avec une photo d'Oussama Ben Laden grande comme ça. O'Neill est convaincu que les groupes terroristes islamistes ont établi une tête de pont aux États-Unis. Mais ses supérieurs hiérarchiques ne sont pas du même avis. Jusqu'en juin 1999, Ben Laden ne figure même pas sur la liste des criminels les plus recherchés par le FBI. L'inertie règne à Washington. Un seul homme partage les convictions d'O'Neill, un agent antiterroriste de la CIA. Il considère que son pays est engagé dans une lutte à mort avec Oussama Ben Laden. C'est Michael Scheuer. J'étais persuadé que nous n'avions encore jamais, au cours de notre lutte contre le terrorisme, eu affaire à une organisation d'une telle importance, d'une telle étendue géographique et d'une telle intelligence. Pour moi, plus tôt on tuerait Ben Laden, mieux cela vaudrait. Michael Scheuer aurait été un parfait allié pour l'enquêteur du FBI. Le problème est que leurs rapports sont exécrables. J'avais très peu de contact avec lui. Je ne le supportais pas. Pour moi, c'était quelqu'un qui pensait d'abord à lui-même, ensuite au FBI, et loin derrière à l'Amérique. Oussama Ben Laden a de la chance,
Une profonde mésentente règne entre ces deux adversaires les plus redoutables aux États-Unis. À Hambourg, on ne se soucie guère de tout cela. L'Amérique et les pays arabes sont bien loin. C'est pourquoi personne ne s'étonne de ce que Mohamed Atta ne s'intéresse plus vraiment à ses études et qu'il ait d'autres priorités. À l'université, il demande un lieu de prière pour son groupe de travail sur l'islam. Il devient la figure la plus en vue des milieux islamistes à Hambourg. Mohamed Atta regroupe autour de lui des individus qu'il recrute par l'intermédiaire de personnages religieux. Son rôle est essentiel. C'est lui qui rassemble les membres de ce qui sera plus tard le commando d'intervention. Dans la Marienstraße, à Harbour, il partage un appartement avec deux autres jeunes arabes. 3 pièces, cuisine, salle de bain et beaucoup de place pour des visiteurs. On compte souvent jusqu'à 15 paires de chaussures devant la porte. Pour virer le loyer, le trio indique comme donneur d'ordre « Maison des Adeptes », du nom de celle où Ben Laden accueille des hôtes en Afghanistan. Un jour, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles et lui proposer de venir le voir. Je savais qu'il rédigeait son mémoire à la maison et je voulais lui offrir mon aide. Mais c'est une voix désagréable et grincheuse qui m'a répondu. Je m'en souviens encore. J'étais étonné. Je suis tombé des nues. L'interlocuteur m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?»« Non, il n'est pas là » et a raccroché brutalement. C'était donc depuis l'appartement de la Marienstraße. À la mosquée Al-Quds de la Steindamm a lieu un jour un grand rassemblement. Il s'agit de la fête de mariage de l'un des colocataires d'Atta. Sauf que la mariée est absente. Il est en fait question de guerre sainte et de la volonté de donner sa vie. Au premier rang, le Libanais Ziad Jarrah. À l'époque, nous n'avons pas retenu l'hypothèse de groupes ayant des visées terroristes. Nous avons travaillé, disons, dans le cadre classique des tâches qui nous sont dévolues et avons surveillé au cas par cas tel ou tel agissement. Mais il ne laissait aucunement présager que ces gens planifiaient des attentats. Pour ses professeurs de l'université technique de Harbour, Atta reste néanmoins un étudiant zélé. Une seule fissure vient gâcher sa belle façade lorsqu'il passe son diplôme à l'été 1999. Il était bien meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Il argumentait bien et a répondu parfaitement à toutes mes questions, y compris les plus subtiles. Alors je lui ai dit, Mohamed, félicitations monsieur l'ingénieur diplômé, tu as réussi, je trouve ça super. Je lui ai serré la main. Ensuite, ma collègue, qui voulait le féliciter aussi, lui a tendu la main. Mais il a reculé et refusé de la lui serrer. Je ne sais plus très bien si j'ai réalisé à ce moment-là le message qui était transmis. D'autant qu'il émanait de quelqu'un qui venait de vivre au moins 5 ans, de 1992 à 1997, au sein de la société allemande. Je ne l'avais jamais vu refuser de serrer la main d'une femme auparavant. Fin 1999. New York se prépare à fêter le nouveau millénaire. Le passage à l'an 2000 met l'enquêteur du FBI O'Neill dans tous ses états. Il pense en effet que Ben Laden pourrait retenir cette date symbolique pour perpétrer un attentat dans la ville. Or, c'est justement à ce moment qu'O'Neill a de gros soucis dans sa vie privée. Il avait une épouse et 2 enfants qui vivaient dans le New Jersey. Mais à côté de ça, il fréquentait 4 autres femmes à qui il avait promis le mariage. Il est arrivé à mener de front toutes ces liaisons sans que personne ne se doute de rien. Ces dames se sont rencontrées le jour de son enterrement et ça a été un véritable désastre. C'était un menteur et un tricheur. Il vivait largement au-dessus de ses moyens, tout le contraire du gendre idéal.
Des années durant, il réussit à cacher sa double vie à tout le monde. Mais le super agent va désormais commettre plusieurs erreurs. Sa voiture était tombée en panne alors qu'il était avec Valerie James, sa petite amie attitrée. Pas très loin se trouvait un parking secret du FBI et il y est allé pour récupérer sa voiture de fonction. Mais il a amené Valerie dans cet endroit secret et l'a laissé utiliser les toilettes. Ça s'est su et ça a été un mauvais point pour lui. Il y a eu plusieurs incidents de ce genre, alors que rien de tel n'était jamais arrivé auparavant. Il faisait de plus en plus preuve d'une négligence qu'on ne lui connaissait pas. En Afghanistan, la guerre sainte entre dans une nouvelle phase. Un nombre croissant de volontaires se pressent dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Oussama Ben Laden arme ses troupes. Cela n'échappe pas aux Américains. Des missions de reconnaissance leur fournissent des noms, des chiffres et des lieux précis. La CIA n'arrête pas d'insister en faveur d'une intervention militaire contre le prince de la terreur, via des missiles téléguidés depuis les navires de la flotte américaine en mer d'Oman. Notre meilleure chance de tuer Ben Laden, avec le moins de dommages collatéraux possible, s'est présentée en mars 1999. À ce moment-là, Ben Laden est avec ses fidèles et des princes arabes à la chasse aux faucons dans le désert afghan. On a envoyé plusieurs fois les informations à la Maison-Blanche et à chaque fois on se disait « ils vont le faire », même si 2 ou 3 princes doivent y laisser leur peau. Les princes, ce n'est pas ça qui manque dans le monde. On a attendu pendant plus de 3 semaines, mais ils n'ont jamais voulu passer à l'action. Le gouvernement n'est pas le seul à être choqué par ces plans dignes de l'époque du Far West. John O'Neill aussi. Il veut que Ben Laden soit traduit devant un tribunal. Le FBI a été chargé de monter une action en justice contre Ben Laden et de réunir des éléments contre lui, contre son bras droit, Ayman Zawahiri, et contre d'autres membres d'Al-Qaïda. C'est la consigne que nous avons reçue et nous l'avons suivie. Dans les camps de Ben Laden, des centaines de jeunes hommes, dont certains en provenance d'Allemagne, apprennent entre-temps à devenir des terroristes. Tous sont liés par leur haine commune de l'Amérique. Tous sont en quête d'une patrie. Ce sera l'islam et la guerre sainte. Janvier 2000. Mohamed Atta et Ziad Jarrah sont dans un camp d'entraînement pour participer au djihad. Ils arrivent à un moment crucial. Al-Qaïda recherche des volontaires pour une mission très particulière. Al-Qaïda avait du mal à mettre sur pied ce qu'ils appelaient l'opération des avions. Ils n'avaient pas le personnel nécessaire. Les gens qu'ils étaient en train de former ne parlaient pas l'anglais et n'avaient jamais vécu en Occident. Ils n'avaient aucune chance de réussir. Al-Qaïda était sur le point de renoncer à son projet quand Mohamed Atta est arrivé avec 3 autres types de Hambourg. Ils avaient l'expérience de l'Occident, ils s'exprimaient très bien en anglais et ils possédaient les connaissances techniques nécessaires. C'était inespéré, ces 4 types étaient la réponse à leurs prières. Oussama Ben Laden invite Atta et Jarrah à fêter le Ramadan chez lui. Il leur annonce alors qu'ils ont été élus comme futurs martyrs voués à une grande mission. Au camp d'entraînement, les hommes se forment à la guérilla, avec des cours pour apprendre à tuer et à détourner des avions. Nous savons qu'ils se sont entraînés à se déplacer dans un avion. Ils ont fabriqué un modèle de cockpit en bois, avec les sièges du pilote et du copilote, pour apprendre à circuler rapidement et à prendre les commandes de l'avion. Ce n'était pas évident à faire, et c'était une excellente idée en fait. Atta enregistre cette vidéo alors qu'il est encore au camp. C'est son testament filmé, où il explique son choix de finir en martyr. L'étudiant Mohamed El Amir est désormais un guerrier prêt à tout pour Ben Laden. Atta voulait entrer dans l'histoire
Alors comment un jeune homme comme lui peut-il devenir quelqu'un? Comment peut-il laisser son empreinte dans l'histoire? Al-Qaïda lui offrait la possibilité, à lui et à d'autres jeunes gens comme lui, d'accéder à la célébrité. Pour cela, il leur suffisait de mourir. Ziad Jarrah aussi est prêt à mourir. Mais contrairement à Atta, il n'est pas le candidat idéal pour une telle mission. Il manque de fermeté dans ses convictions. Lorsqu'il enregistre sa vidéo de futur martyr, sans la présence tutélaire d'Atta, Jarrah refuse d'entrer dans le moule. Les textes de propagande qui lui sont fournis ne lui conviennent pas. Il est apparemment pris de doute. Ziad Jarrah est probablement le pilote autour duquel règne le plus de mystère. Il était le moins susceptible de participer. D'ailleurs, il a hésité. Atta a dû le rappeler à l'ordre. Il aurait pu changer d'avis. Il était indécis et faible de caractère. On enjoint aux deux hommes de retourner en Allemagne et d'apprendre à piloter. Début 2000, ils s'installent de nouveau à Hambourg. C'est de là qu'ils s'inscrivent à une formation de pilote aux États-Unis, en Floride. Orlando, Floride, juillet 2000. Le FBI organise un séminaire avec présence obligatoire sur la pré-retraite. Y participe O'Neill, de la lutte antiterroriste du bureau de New York. Il vient d'avoir 48 ans. O'Neill n'avait aucune intention de prendre sa retraite, et il est allé à ce séminaire à reculons. Il a emporté une mallette contenant des documents top secrets, des emails, des comptes rendus décrivant toutes les opérations en cours à New York et les budgets qui leur étaient affectés. C'était du matériel hautement confidentiel qui n'aurait jamais dû quitter le bureau. Il est bientôt midi. L'exposé sur la pré-retraite traîne en longueur et O'Neill se réjouit de la moindre interruption. La pause déjeuner arrive juste à point et tous les agents du FBI quittent la salle de conférence. L'attaché case d'O'Neill avec ses documents top secrets reste là. Quelques minutes plus tard, il a disparu. O'Neill, qui se réjouissait d'avance de quelques jours de loisirs sous les palmiers avec l'une de ses conquêtes, est tout de suite conscient de la gravité de la situation. Il sait qu'un incident de ce type sera communiqué au directeur du FBI et au ministère de la Justice. On l'a retrouvé ailleurs, plusieurs heures après. Un stylo Montblanc et un coupe-cigare en argent avaient disparu de l'attaché-caisse. Par la suite, on a pu établir que personne n'avait touché aux documents. Mais cette affaire a porté un coup fatal à sa carrière, car il est formellement interdit de sortir des documents secrets du bureau. Il a compris qu'il allait devoir quitter le FBI. Dès cet instant, le plus haut responsable de la lutte antiterroriste est lui-même devenu un facteur de risque. À seulement quelques kilomètres de là, se trouve Venice Beach, un coin tranquille de Floride. Le taux de criminalité y est faible. Les policiers y sont amènes. C'est dans ce lieu idyllique qu'une poignée de soldats de la foi venus d'Allemagne et du Moyen-Orient se sont mis au vert. Les futurs pilotes ont pris soin de demander de nouveaux passeports où ne figure pas leur séjour en Afghanistan. C'est ainsi que commence la vie d'Atta, parfaitement organisée par la cellule logistique d'Al-Qaïda, dans le pays de son pire ennemi. Ziad Jarrah est lui aussi en Floride, toujours aimable et le sourire aux lèvres. Alors qu'Atta a rompu tous les ponts, Jarrah est en contact permanent avec Hambourg. Tout à coup, le téléphone a sonné. Salut, c'est Ziad. Qui? Ziad? Mais vous êtes où? Je suis en Amérique. Et vous y faites quoi? J'apprends à piloter.
Jarrah et les autres se sont inscrits dans des petites écoles pour y passer leur brevet de pilote. Ils reçoivent une bonne formation de base. Jarrah l'a fait sur un Cessna 152, sur un aérodrome où s'entraînaient les pilotes de chasse américains durant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a envoyé des photos de son avion. Il était aux commandes, l'air joyeux, inoffensif. Je lui ai demandé, vous pouvez piloter quel type d'appareil? Un gros avion? Il a répondu, et je peux aussi voler sur un Airbus. Jarrah apprend vite. Il veut avoir sa licence d'ici la fin de l'année. Ses instructeurs sont impressionnés. Ils voient en lui un pilote doué. C'est à cette même époque qu'au Yémen, un bateau de pêche chargé de bombes fait un trou géant dans la coque du destroyer américain USS Cole. C'est la dernière chance pour John O'Neill de sauver sa carrière fort compromise. Il a pour mission d'enquêter sur les lieux de l'attentat dans le port d'Aden, la capitale yéménite. Il était aux anges. Lors des attentats de 1998 sur les 2 ambassades américaines, il n'avait pas été autorisé à commander la mission envoyée en Afrique de l'Ouest. Son plus grand désir était d'être sur le terrain et de diriger les opérations. 24 heures plus tard, O'Neill est dans un avion pour le Yémen en compagnie de 60 autres agents du FBI. Il n'y en a que pour lui. Cette mission, c'était du O'Neill tout craché. Il est arrivé avec beaucoup d'hommes armés jusqu'aux dents et il a déployé tout son charme. Il a mené son enquête à sa manière habituelle. Il était brusque et même abrupt, mais il a réussi à gagner l'amitié de certains policiers yéménites et à s'en faire des alliés. Mais l'homme du FBI horripile ses compatriotes, des diplomates de l'ambassade sur place aux agents de la CIA, en faisant cavalier seul. Quand quelqu'un persiste à vous marcher sur les pieds, vous finissez par vous fâcher. Ces méthodes étaient de nature à détériorer les relations établies par la CIA depuis plus de 10 ans dans certaines parties du monde. Si vous voulez mon avis, le FBI aurait mieux fait de rester aux États-Unis. Au bout de 2 mois au Yémen, ses supérieurs le rappellent à New York. Il s'est fait trop d'ennemis dans son propre camp, surtout au sein de la CIA. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est la haine que se vouaient Scheuer et O'Neill. Elle dépassait largement le plan personnel. Elle entravait le bon fonctionnement du service. Loin de collaborer, ils se dissimulaient mutuellement des informations. Si le FBI et la CIA avaient coopéré, je pense qu'il ne serait rien arrivé le 11 septembre. La mission au Yémen se poursuit sans O'Neill. O'Neill est persuadé que l'attentat contre le bâtiment de guerre américain est signé Ben Laden. Le spécialiste parisien de l'antiterrorisme, Jean-Charles Brizard, est du même avis. Au cours de l'été 2001, les 2 hommes se rencontrent à Paris et à New York. Pour lui comme pour moi, à l'époque, il était évident qu'Al-Qaïda était la seule organisation capable de frapper les États-Unis. Après l'attentat contre le destroyer américain USS Cole, nous étions persuadés qu'Al-Qaïda ne s'en tiendrait pas là dans ses attaques contre les États-Unis, et que bien au contraire, elle monterait en puissance pour frapper sur le sol américain. Panther Motel, Floride. Dernière semaine d'août. Mohamed Atta et sa troupe ont terminé leurs préparatifs en Floride. Ils se sentent invulnérables. Atta rabroue sans ménagement la propriétaire du motel qui se plaignait du bruit. Plus personne ne peut l'arrêter. Peu avant d'accomplir leur mission, les hommes d'Al-Qaïda ne semblent plus vraiment redouter d'être repérés. Ziad Jarrah continue de jouer les individualistes. Il se rend régulièrement dans un club de remise en forme près de son domicile. Mais il ne se contente pas de soulever de la fonte. Il s'initie aussi au sport de combat et apprend des prises mortelles en attendant le jour J. Oussama Ben Laden a décidé en août 2001 de la date des actions. Il menace ses ennemis.
في كتاب الله الهجرة والجهاد أعظم الصفات في كتاب الله. Fin août, les New-Yorkais rentrent de vacances. Non loin du World Trade Center, le restaurant Elaine's accueille des gens en vue. John O'Neill est un habitué. Entre-temps, il a été rattrapé par l'affaire de l'attaché Case. Après le ministère de la Justice, c'est le FBI qui a ordonné une enquête interne à son sujet. Même le New York Times en parle. O'Neill sait que sa carrière au FBI est terminée. Il avait décidé de jeter l'éponge et de démissionner. Le FBI avait été toute sa vie, depuis son plus jeune âge. Enfant, il s'était identifié aux agents du FBI qu'il voyait à la télé. Il avait toujours voulu être un agent du FBI. Pour lui, c'était un renoncement terrible. Entre le 26 août et le 5 septembre, les hommes de Mohamed Atta réservent leurs billets pour leur dernier vol. Ils sont tous à destination de la côte ouest. Ce qui suppose d'importantes réserves en kérosène et garantit donc un pouvoir explosif maximal. Depuis New York, John O'Neill a mené une lutte à la vie et à la mort contre les terroristes les plus dangereux du monde. Malgré son échec au FBI, il ne renonce pas. Lors de sa fête de départ, il annonce à ses anciens collègues qu'il a un nouveau job, chef de la sécurité du World Trade Center. Un poste qui semble taillé sur mesure pour lui. Des amis lui ont dit « John, tu seras en sécurité là-bas parce qu'ils ont déjà attaqué le World Trade Center en 1993. » Et O'Neill a répondu « Non, ils reviendront terminer le boulot. » D'instinct, il a voulu se placer au cœur de la cible, au World Trade Center. Après ses adieux au FBI, John O'Neill semble revivre. Il est ravi de son nouveau bureau au 34e étage de la tour nord du World Trade Center. Il prévoit de remplacer sa vieille Buick par une Mercedes et il promet le mariage à l'une de ses maîtresses. O'Neill ne se doute pas qu'il est en danger, car ses adversaires ont terminé leurs préparatifs et sont prêts à frapper. Portland, Maine. Mohamed Atta se prépare à l'examen le plus important de sa vie. Ceux qui prépareront mon corps pour les funérailles devront être de bons musulmans, pour me confier à Dieu et me faire pardonner mes péchés. Ils devront me fermer les yeux et prier pour que j'aille au ciel. Tel est son testament rédigé en ce matin du 11 septembre 2001. Comme Atta, 18 jeunes hommes se préparent en divers lieux de la côte est des États-Unis. Ils y vivent discrètement depuis des semaines, voire des mois. Pour Atta et un complice, le voyage commence à Portland, dans le Maine. Ils ont réservé un vol pour Los Angeles via Boston. Au comptoir, l'employé de la compagnie aérienne, Michael Tuhey, remarque que ses passagers n'ont pas n'importe quel billet. Avec le temps, on apprend à les examiner très rapidement, comme si vos yeux étaient un scanner. J'ai regardé leurs billets, j'ai vu le prix. Waouh, $2400. Ces gars-là avaient des billets de première. Heureusement que je n'étais pas sorti fumer une cigarette. Je travaille au comptoir des premières classes et c'est rare de voir ce genre de billets. Michael Tuhey pose à Atta les questions de sécurité habituelles avant le check-in. Il m'a regardé droit dans les yeux et j'ai eu un mauvais pressentiment. Je me suis dit, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il n'a pas l'air commode, mieux vaut ne pas le contrarier.
Il avait un visage complètement fermé, hostile même. Toute son attitude était négative. Je me suis dit, ce type a vraiment une tête de terroriste arabe. Et puis je me suis fait des reproches et je me suis dit, arrête de raisonner par cliché. Ce type s'est levé à 5 heures du matin, il est mal embouché. Ça n'en fait pas un terroriste. C'est lors du contrôle de sécurité que sont pris les derniers clichés de Mohamed Atta. Sa véritable destination finale est mentionnée dans son testament. Ceux qui ne suivent pas les préceptes de l'islam devront être tenus pour responsables. Je veux que ceux que je laisse derrière moi ne se laissent pas séduire par les côtés agréables de la vie. Atta n'est pas seul. Son complice Ziad Jarrah a retenu un vol de Newark dans le New Jersey à Los Angeles. Son avion a du retard. Il appelle sa petite amie qui est à l'hôpital en Allemagne. Cette étudiante d'origine turque vient de se faire opérer des amygdales. Elle croit que Ziad suit toujours sa formation de pilote en Floride. La conversation est brève. Plus tard, la jeune fille se souviendra qu'il lui avait dit 3 fois « je t'aime » avant de raccrocher. Peu après, le vol 93 d'United Airlines décolle. À son bord, Ziad Jarrah. L'expert en sécurité John O'Neill se rend à son travail. Au World Trade Center, c'est une nouvelle mission qui l'attend. Le genre de défi qu'il recherchait. Son instinct lui dictait de se trouver là. Je pense que c'est parce qu'il savait que le World Trade Center était l'une des cibles d'Al-Qaïda, et il voulait empêcher ça. Mais sur ce site, O'Neill est pratiquement le seul à redouter des attentats terroristes. 8h14. À bord du vol 11 d'American Airlines, le groupe terroriste de Mohamed Atta entame son œuvre sanguinaire. Les 2 combattants attaquent une hôtesse avec des cutters et prennent d'assaut le cockpit. Ceux qui veilleront mon corps devront vénérer Allah et prier pour que j'aille chez les anges. C'est ce qu'Atta a écrit dans son testament. Il ne passe à l'action qu'une fois l'équipage neutralisé. C'est maintenant à lui de prendre les commandes de l'appareil. Dans la cabine, une hôtesse réussit à contacter la centrale de la compagnie aérienne. Il n'était jamais arrivé auparavant que des pirates détournent un avion pour le détruire. Donc l'équipage et les passagers pensaient que la meilleure chose à faire était de ne pas opposer de résistance. À Manhattan, personne n'est encore au courant du détournement. Les New-Yorkais se rendent à leur travail. La première place financière du monde attire beaucoup d'Allemands, tel Sebastian Gorki. Naturellement, nous étions contents pour lui, car pour un jeune banquier, il n'y a rien de mieux que d'être à New York. Mais New York, c'est bien loin de l'Allemagne. Ça ne pouvait pas être Londres, ça aurait été plus près, ou bien Milan, ou Zurich. Peu importe, c'était une chance formidable qui s'offrait à lui. Et puis New York, c'est quand même New York. Sébastien y a aussi trouvé le grand amour, Paola, banquière chez Morgan Stanley au World Trade Center. Paola travaillait dans les tours, tandis que Sébastien était dans un autre immeuble de bureaux où la Deutsche Bank avait loué plusieurs étages. Le matin du 11 septembre, Sébastien arrive tôt au bureau et doit remplacer au pied levé un collègue malade. Sébastien se rend donc à sa place à une réunion au World Trade Center.
Ce jour-là, son amie Paola ne se sent pas bien. Elle est enceinte et ne réussit pas à venir à l'heure à son bureau, qui est aussi au World Trade Center. Dans l'avion détourné, Mohamed Atta fait une annonce à l'intention des passagers. Le centre de contrôle aérien l'enregistre. New York, capitale du monde globalisé. Manager à Francfort, Reinhold Scheuss a un rendez-vous dans les tours jumelles. Mais il veut d'abord prendre son petit déjeuner. Nous avons alors opté pour Amish Market, un petit snack bar typiquement new-yorkais. Ce qui nous a fait nous éloigner un peu du World Trade Center. L'Hudson. Pour Atta, un repère de navigation utile pour atteindre son ultime objectif. Dans son testament, il a écrit « Tu es né de la poussière, et tu redeviendras poussière. Que chacun dise que je suis mort dans la vraie foi. » Nous étions juste en train de choisir notre petit déjeuner lorsqu'il y a eu une secousse terrible. On ne savait pas d'où ça venait. J'ai pensé à un tremblement de terre. Dans les rues de Lower Manhattan, c'est le désarroi, puis l'effroi. On a d'abord vu des gens arriver avec du sang sur leurs vêtements, alors qu'ils ne saignaient pas. Certains étaient en état de choc. D'autres avaient des accès de panique. Partout, il y avait des débris d'avions et beaucoup de restes humains. Alors j'ai compris d'où venait ce sang sur les vêtements des gens. Mais personne ne comprend encore ce qui s'est vraiment passé. Journaliste à la télévision, l'Allemande Julie von Kessel voit tout cela sur son écran. Je me suis dit, c'est peut-être un petit Cessna qui s'est trompé de trajectoire ou un incident de ce genre. J'ai aussi pensé, dommage que la stagiaire ne soit pas encore là, parce que j'avais un rendez-vous au salon de la mode. La télévision fournit des premières informations aux pompiers. On a allumé la télévision et on a vu qu'un avion s'était écrasé sur le bâtiment. J'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Les premiers rapports faisaient état d'un accident, mais je n'y ai pas cru une minute. J'ai su tout de suite, au plus profond de moi-même, que c'était un attentat. Des pompiers de tout New York sont envoyés au World Trade Center. Dans les tours jumelles, O'Neill aide à évacuer le jardin d'enfants réservé à ceux qui travaillent là. Il est resté sur le site avec les policiers et les pompiers. John savait que c'était là sa place. Et pour lui, il était hors de question d'abandonner son poste. Les centres d'appel d'urgence n'ont pas encore conscience de l'ampleur de la catastrophe. Want to know if they should evacuate? I believe they should remain where they are. If they could put something to block the smoke from coming in under the door. Because we're in the building and the hallways are filled with smoke, so we should not go in the hallways. Okay. All right? They've already started trying breaking the windows. They're panicking on that floor. I understand, ma'am. We're going to be doing the best that we can. Okay? All right. Thank you. Sébastien Gorky ne sait pas non plus ce qui se passe dans l'autre tour. Il téléphone à ses collègues depuis le 96e étage de la tour encore intacte.
Il était dans une pièce de la tour sud d'où il ne pouvait pas voir la tour nord. Il semble qu'il n'ait rien vu de ce qui était arrivé, mais qu'il se soit douté de quelque chose. Mais Sébastien dit que tout va bien. Au bureau et sur la boîte vocale de sa fiancée, il a dit « Pas de souci, on nous évacue ». L'homme qui a ordonné à Mohamed Atta et à ses complices de semer la terreur au cœur de l'Amérique suit attentivement les nouvelles en provenance de New York depuis sa cache en Afghanistan. Ben Laden et ses fidèles étaient montés sur une colline avec une télévision portable pour essayer de capter un signal, mais sans succès. Ils ont dû suivre les événements à la radio. Seul Ben Laden savait exactement ce qui allait se passer. Le secret avait été bien gardé. Donc ils ont écouté la radio. Lors de l'impact du premier avion, ils se sont tous écriés « Gloire à Dieu », etc. Ben Laden a alors levé un doigt pour signifier qu'il ne s'agissait que du premier, qu'il y en aurait d'autres. À 9h02, c'est le vol 175 de United Airlines qui vient s'encastrer dans la tour sud. À cet instant, d'innombrables caméras sont tournées vers le World Trade Center. Les New-Yorkais comprennent que l'Amérique vient d'être attaquée. Les personnes qui se trouvent dans les étages au-dessus du point d'impact sont piégées, car les escaliers et les ascenseurs ont été détruits. Les appels d'urgence se multiplient. Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. And so how many people where you're at right now? There's like 5 people here with me. All up from the 83rd floor? 83rd floor. No smoke, right? Of course there's smoke. Ma'am, you have to stay calm. There is smoke. I can't breathe. Okay, you stay calm with me, okay? I understand. I think there is fire because it's very hot. Okay. It's very hot everywhere on the floor. Okay. I know you don't see it, and I know, but I'm going to document. I'm documenting what you say, okay? And it's very hot. We see no fire, but you see smoke, right? It's very hot. I don't see any air anymore. Okay. All I see is smoke. Okay, dear. I'm so sorry. Hold on one. Stay calm with me. Stay calm. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. And we're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. Now, stay calm. Des amateurs filment eux aussi les événements, et leur effroi est palpable. Looks as if there's people hanging from the windows. Oh shit, somebody fell. Where? Yeah, person jumped. Shit! Oh my god! Why are they jumping? Because it's probably so fucking hot. Le chef des pompiers, Richard Picciotto, est arrivé entre-temps au World Trade Center. Il était sur place lors de l'attentat à la bombe de 1993. Mais la situation est aujourd'hui bien différente.
C'était épouvantable. Quand je suis arrivé, il y avait des gens qui sautaient par les fenêtres. On les voyait, on les entendait aussi. Ça faisait ce bruit toutes les 2 secondes. Au début, on regardait, mais après quelques instants, on a arrêté parce qu'on savait ce que c'était. On tressaillait à chaque fois, parce qu'on savait que quelqu'un venait de sauter et de mourir. Ça n'en finissait pas. Et à chaque fois, on tressaillait. New York est sous le choc. We saw people just coming through the window, falling out. It was terrible. There's people jumping out of windows. I've seen at least 14 people jumping out of windows. And if you go over by there, you can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now. Oh my God. Une horreur parfaitement planifiée. Ce qui différencie Al-Qaïda des autres groupes terroristes, c'est leur soif de sang. Ils veulent laisser derrière eux le plus de cadavres possible. Ces attentats avaient une double finalité. Il s'agissait de produire ces images extraordinaires, très médiatiques et à jamais inoubliables, mais aussi de tuer le plus de gens possible. À ce moment, l'Amérique est encore incapable de réagir. La défense aérienne est dépassée par les événements. Les pilotes ne savent pas où aller. Les procédures habituelles sont vaines. Les avions patrouillent dans leur zone d'affectation habituelle au-dessus de l'Atlantique à près de 200 km de New York et ne rencontrent aucun adversaire. À ce moment-là, l'Air Force et le contrôle aérien ignorent que 2 autres bombes volantes survolent le territoire américain. La première est le vol 77 d'American Airlines. Ce Boeing 757 a quitté Washington pour Los Angeles. À 8h54, l'appareil se détourne de sa trajectoire et remet le cap au sud, en direction de Washington, D.C. Aucun aiguilleur du ciel n'établit de lien avec le World Trade Center en flammes à New York. À 9h35, le Boeing descend en rase-mode sur la capitale. Objectif, le Pentagone, centre névralgique du pouvoir militaire américain. Seul témoignage de l'impact, les clichés d'une caméra de surveillance sur un parking. « 194 personnes meurent dans cet attentat contre le Pentagone. Des centaines d'autres sont blessés. L'Amérique paraît soudain très vulnérable. Des flammes et de la fumée au-dessus de la capitale américaine, Ben Laden triomphe. Lorsque le 2e avion a frappé, Ben Laden a levé un autre doigt, puis un 3e lors de l'attaque du Pentagone. Et bien sûr, le 4e doigt aurait dû être pour le Capitole. Le cœur de la démocratie américaine est aussi dans la ligne de mire d'Al-Qaïda. Le vol 93 de United Party pour la côte ouest change de cap à 9h30 et survole maintenant la Pennsylvanie en direction de Washington. Aux commandes, Ziad Jarrah, que certains de ses complices ne trouvent pas fiable. Quelques heures auparavant, il a écrit une lettre d'adieu à sa petite amie en Allemagne. « Tu devrais être fier de moi, c'est un honneur, tu verras le résultat, et tout le monde sera ravi. » Par des appels de proches, les passagers à bord apprennent les attentats de New York et l'incendie des tours jumelles. Ils veulent se défendre et tentent de prendre d'assaut le cockpit. Le pilote terroriste réagit en faisant d'incroyables manœuvres. Il est impossible de savoir quel camp a fini par l'emporter.
Toujours est-il que l'appareil s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. Il provoque la mort de 43 personnes, mais n'atteint pas son objectif à Washington. Est-ce un hasard si c'est précisément le terroriste le moins fanatique qui a échoué dans sa mission? Pendant ce temps, Manhattan sombre dans le chaos. Comme des milliers d'autres gens, Reinhold Scheuss fuit les lieux. En chemin, nous avons vu une petite fille, une écolière de 10-11 ans, totalement seule et désemparée. Je me suis approché d'elle en lui disant qu'il fallait s'en aller et ne surtout pas rester là. Elle a eu peur, bien sûr, parce que pour elle, j'étais un parfait inconnu. Alors je me souviens avoir tiré de mon porte-monnaie la photo de mes 2 enfants, pour faire comprendre à la fillette que j'étais aussi un père avec des enfants et que j'avais envie de rentrer vivant à la maison. Histoire de lui donner du courage et qu'elle s'éloigne du World Trade Center. Enfin, on a réussi à ce que la petite fille parte avec nous, et c'était peut-être une bonne idée. À l'inverse, la journaliste de télévision Julie von Kessel veut se rendre sur les lieux du drame. En taxi, direction Ground Zero. Dans le taxi, je me suis dit que c'était absurde de vouloir aller justement à un endroit que tout le monde veut fuir. Ça me semblait vraiment bizarre, mais bon, ça fait aussi partie de mon boulot. Au même moment, John O'Neill apprend par un collègue du FBI que le Pentagone est en feu. Au World Trade Center, le chef de la sécurité participe aux opérations de sauvetage. Il connaît l'édifice, fournit des informations précieuses, garde son calme. Il reste encore un certain temps en contact téléphonique avec les équipes de secours, puis plus rien. Beaucoup de civils se réfugient dans le Battery Park, à l'extrémité sud de Manhattan. À Battery Park, des gens courent et je vois une femme en train de téléphoner sur son portable. Je vais droit vers elle et lui demande si son appareil fonctionne vraiment. Et là-dessus, elle me répond « Partez vite d'ici ». La solution, le bac pour Staten Island. Alors que nous étions en train d'attendre le bac, nous avons entendu ce grondement, des vibrations qui secouaient la ville de part en part. Julie von Kessel procède à cet instant-là à des interviews au World Trade Center. J'ai voulu regarder ce qui se passait et n'ai pas compris. Mais l'onde de choc était déjà là. Ce bruit sec de l'acier qui se brise et qui vous transperçait tout le corps. Je me suis dit, eh merde, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Je devais faire un reportage sur le salon de la mode. Pourquoi je suis là? Avec ce bâtiment qui me tombe dessus. Des sacs et des chaussures éparpillés dans la rue. Alors, j'ai tout simplement abandonné le pied de ma caméra. La poussière était blanche, incandescente et très fine. C'était comme des éclats de verre qui s'incrustaient partout. Votre peau vous brûlait. La pression était tellement forte que personne n'arrivait à courir assez vite pour échapper aux nuages de fumée. Dans tout Manhattan, l'effondrement de la tour sud déclenche une panique. Un seul réflexe, essayer de sauver sa peau.
Le monstrueux nuage de fumée se déploie tel un linceul sur Manhattan. Chacun tente de se terrer où il peut. Frappés par le même coup du sort, des inconnus s'entraident. Julie von Kessel échappe à cet enfer. Quelques minutes plus tard, elle relate ses impressions en direct à la télévision allemande. Les témoins ont rapporté qu'il y avait des cadavres partout autour du bâtiment. Il y avait en permanence des gens qui sautaient par les fenêtres. Au moment où j'interviewais un témoin, l'édifice s'est écroulé d'un bloc derrière nous, dans un fracas tellement assourdissant qu'on aurait pu croire qu'un autre avion s'y était encastré. En l'espace de quelques secondes, nous étions tous cernés par une fumée brûlante et chacun a couru pour sauver sa peau. Par bonheur, vous êtes saine et sauve. Nous disions que toute la ville est dans un profond état de choc. J'étais totalement bouleversée et perturbée. Je me souviens que j'ai gesticulé comme une folle, que je n'arrivais pas à réaliser. Alors je me suis dit, comment décrire l'horreur avec des mots? Je n'ai pas de mots pour ça. Marlies et Manfred Gorki voient à la télévision les scènes d'horreur de New York. À un moment, la Deutsche Bank de Francfort a appelé pour dire qu'il avait une réunion là-bas et qu'il n'avait encore aucune nouvelle de lui, que les liaisons téléphoniques ne marchaient plus, qu'il ne savait pas ce qui se passait, que tout était possible, mais qu'ils avaient en tout cas voulu nous contacter. Et là, ça commence à tourner autrement dans votre tête. Des émissions spéciales retransmettent en permanence de nouvelles images effrayantes. Les parents de Sebastian ont les yeux rivés sur l'écran. Vous avez le regard fixé sur le téléviseur, vous regardez, vous essayez de repérer chaque visage de ces gens qui prennent la fuite. J'avais l'espoir insensé de voir sur un de ces plans Sebastian en train de courir. Je me disais qu'il avait certes été à son rendez-vous, mais qu'il était déjà redescendu, qu'il avait pu s'échapper et je ne sais quoi encore. L'effondrement de la tour sud prend aussi les pompiers complètement au dépourvu. Les plans d'évacuation d'urgence sont bons à jeter. Les gratte-ciel voisins sont gravement endommagés et doivent être évacués. Comme dans un cauchemar, des sauveteurs passent les édifices en question au peigne fin, à la recherche de personnes désorientées ou blessées. Les chefs d'intervention des pompiers ordonnent aux équipes de secours de quitter la tour nord en flammes. Mais cet ordre arrive trop tard, y compris pour le chef des pompiers, Richard Picciotto, qui se trouve avec ses hommes au 6e étage de la tour encore debout. À la seconde même où elle a commencé à s'effondrer, ça a fait un tel bruit que j'ai compris tout de suite ce qui se passait. J'ai dû dire un truc comme « Merde, ça y est, tout s'écroule ». À 10h28, la tour nord s'effondre elle aussi. J'ai senti comme une trappe s'ouvrir sous moi. Je n'étais plus dans l'escalier, je tombais dans le vide. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, parce que je n'y voyais rien. Mais je n'ai pas le souvenir d'un impact après ma chute. Donc je suppose que j'ai dû dégringoler avec une avalanche de débris. Je me suis mis rapidement en paix avec moi-même. Je ne voulais pas mourir, mais il me semblait que c'était inévitable. Surtout, je ne voulais pas souffrir. Alors j'ai simplement supplié, « Mon Dieu, faites que ça aille vite. » Le bruit était d'une violence inouïe.
Et puis tout d'un coup, il y a eu un silence terrifiant. Pendant quelques secondes, je me suis cru mort. Enfin, je ne savais pas où j'en étais. Comme il faisait très chaud et qu'il y avait de la fumée, et j'espérais que je n'étais pas mort dans un endroit pareil. Je préférais être vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Puis j'ai compris que j'avais survécu. Le gratte-ciel entraîne des centaines de personnes dans la mort. Pourtant, sous des tonnes de décombres, Richard Picciotto et quelques camarades ont survécu, protégés par une cage d'escalier. Il faisait très chaud. J'ai retiré ma veste d'intervention. J'étais allongé dans le noir total et je regardais dans le néant. Tout d'un coup, il m'a semblé distinguer une zone moins sombre, disons gris très foncé. J'ai grimpé lentement vers cet endroit, à travers les décombres et les gravats. Et au bout d'une longue ascension, tout d'un coup, je me suis retrouvé à l'air libre. J'étais au sommet du tas de décombres le plus haut de toute la zone. Il se trouvait à l'emplacement qu'avait occupé la tour nord. Et c'est là, tout en haut, que j'ai émergé. Ils seront peu nombreux à avoir cette chance. 350 pompiers paieront leur intervention de leur vie. Durant tout l'après-midi, Manhattan connaît de véritables scènes d'exode. La mégapole s'est vidée. La peur règne, dans la crainte d'autres bombes volantes. C'était justement ça l'horreur, de vivre dans cette perspective, de ne pas pouvoir déconnecter, de ne pas savoir ce qui allait encore arriver. Sans parler des avions de combat qui sillonnaient régulièrement le ciel à basse altitude au-dessus de la ville. Tout à coup, le silence régnait sur la ville et on n'entendait plus que le vrombissement sourd de ces appareils. L'enfer de Manhattan. L'Allemand Reinhold Scheuss le laisse derrière lui. Il prend un bac pour Staten Island. Il parle des rescapés qui sont avec lui. L'atmosphère était pesante. Personne ne disait rien. On aurait dit un convoi funèbre. Paola, la compagne de Sebastian Gorki, appelle dans l'après-midi les parents de ce dernier en Allemagne. Nous savions dès lors qu'elle était saine et sauve et avons appris qu'elle n'était pas encore à son bureau lors du drame. Mais elle était incapable de nous donner des nouvelles de Sebastian. Elle a juste dit « Je continue de le chercher ». Vous sentez alors votre estomac se nouer de plus en plus. Vous vous dites qu'il ne faut pas y prêter attention, qu'il faut se calmer. Surtout ne pas céder à la panique. En Allemagne, il y a encore quelqu'un qui espère un signe de vie d'un être aimé. La petite amie germano-turque de Ziad Jarrah. Quand elle apprend l'attentat depuis son lit d'hôpital, elle imagine encore Ziad sous le soleil de la Floride. Mais elle n'arrive pas à le joindre. Deux jours plus tard, elle va à la police. Les reportages télévisés l'ont amené à penser qu'il pourrait y avoir un lien entre Ziad et les attentats. Les autorités allemandes lui apprennent que son compagnon est un meurtrier.
Près de 3000 personnes originaires de 90 nations meurent lors des attentats. Nombre d'entre elles sont dans un premier temps portées disparues, comme Sebastian Gorki. Ses parents s'envolent pour New York et regardent alors la réalité en face. Il nous a fallu admettre que ça ne servirait à rien d'entreprendre des recherches, parce que le nombre des gens hospitalisés était au final relativement faible, par rapport à celui de tous ceux qui avaient perdu la vie. Les blessés avaient été entre-temps tous identifiés, et leurs familles avaient pu les retrouver. Il n'y avait plus personne alors qui soit sans identité. Or lui, il n'était pas parmi les blessés. Après avoir été à Ground Zero et consulté les listes dont il était absent, nous avons dû penser à l'avenir, à Paula et au petit-fils qui allait naître. Nous avons contacté des avocats et fait remplir les papiers nécessaires pour établir un acte de décès. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'un os de Sebastian pourra être identifié. Seulement 10 jours après l'attentat, les pompiers découvrent dans les décombres le cadavre presque intact de John O'Neill. Toute la tragédie est là. Il a été tué ce jour-là par l'homme qu'il voulait capturer. C'est à la fois ironique et tragique. Je préfère ne pas imaginer ces dernières secondes avant de mourir, la détresse et la peur qu'il a dû ressentir. Mais il ne s'est pas dérobé. Il est resté sur place. Le 11 septembre 2001, une journée qui a détruit des vies et qui en a changé d'autres. Ça a été très dur et ça l'est encore. On me dit que je m'en suis sorti grâce à Dieu et je veux bien le croire. Mais quand on me dit que Dieu a veillé sur moi, ça me pose problème. Parce que moi, j'ai eu la vie sauve et je mesure bien toute ma chance. Mais 3000 autres personnes sont mortes ce jour-là. Alors pourquoi Dieu aurait-il veillé sur moi et pas sur elles? C'est à double tranchant. Une journée qui a aussi changé la vie d'individus comme cet employé qui procéda à l'enregistrement data, ce matin-là, à l'aéroport. J'ai regardé cet homme dans les yeux et j'y ai vu le mal absolu. Je l'ai senti dans mes tripes. C'était une réaction instinctive. Mais je suis un être humain et je ne peux pas agir à partir d'un sentiment irrationnel. Si quelqu'un n'est pas en règle, je peux l'arrêter, mais sinon je suis obligé de le laisser passer. Et ça, parfois, ça me pèse sur la conscience. Ground Zero devient le symbole d'un monde nouveau, d'un monde qui a changé. Sentiment de deuil, certes, mais aussi esprit de résolution. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Oussama Ben Laden est fier de son succès. Il est désormais connu dans le monde entier et sera dès lors traqué. Le gouvernement de Bush va mener 2 guerres après le 11 septembre. Il envoie des bombardiers et des troupes en Afghanistan et en Irak. Nous nous sommes engagés dans de graves conflits avec 2 nations musulmanes. C'était un des objectifs d'Al-Qaïda, d'entraîner l'Amérique dans des guerres contre le monde musulman, de manière à y attiser la haine contre nous. Les poutrelles en acier de Ground Zero ont été refondues pour fabriquer de l'acier et construire un bateau de guerre pour l'US Navy. Il est entré en service en 2009 et a été baptisé USS New York, hommage mémoriel d'une nation blessée.
Berlin. À l'ambassade des États-Unis à Berlin se trouve le seul monument dédié aux victimes du 11 septembre en terre allemande. Pour Marlies et Manfred Gorki, c'est un lieu de recueillement et de deuil. Bien sûr, on se dit aujourd'hui que ça s'est passé comme ça et qu'il est évident qu'il ne reviendra pas. Mais il y a aussi des moments où on pense qu'il va peut-être finir par donner de ses nouvelles. Dans un instant, une terrible page de l'occupation de la Chine par les Japonais, les massacres de Nankin en 1937.